BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Nathalie Cousigou-Suaz, bonjour. Vous êtes notaire à Paris et les successions, c'est votre sujet de prédilection. On l'a dit en introduction, 7 Français sur 10 de plus de 45 ans n'ont jamais préparé leur succession. Autant dire que tout le monde s'en fiche. Alors moi, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y a des méconnaissances et on a l'impression de savoir, mais en fait, on s'aperçoit que tant sur le plan civil, de savoir qui va hériter, est-ce que mes héritiers sont bien protégés, que sur le plan fiscal, on a beaucoup de fausses idées et d'a priori. Donc effectivement, il faut se renseigner. C'est pas bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on évoque avec joie, mais ça peut être aussi une façon de se dire, bah voilà, je me projette, voilà ce que je prépare pour que ça se passe le moins mal possible pour mes enfants, mon conjoint, mes neveux, qui sais-je, ceux que j'aurais désignés. Alors il y a un cadre légal quand on n'a rien préparé. Comment ça s'organise? C'est quoi les grandes étapes d'une succession? Alors lorsqu'on n'a rien préparé, automatiquement c'est toujours notre code civil qui est là, qui désigne les héritiers. C'est-à-dire que la loi, elle prévoit un ordre d'héritiers jugé préférable. Alors le premier ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre des descendants. C'est-à-dire qui hérite en premier lorsque vous ne faites pas de testament, ce sont vos enfants ou vos petits-enfants si vos enfants sont malheureusement prédécédés. Ensuite, si vous n'avez pas d'enfants, ce sont vos pères et mères et vos frères et sœurs. Ensuite, les cousins, les oncles. Donc, il y a vraiment un ordre. Il y a un ordre légal à respecter. Il y a un ordre légal, alors que donne le Code civil, mais qui n'est pas spécialement à respecter, parce qu'on va voir, sauf que dans le cas où la loi prévoit que certains héritiers ne peuvent pas être déshérités, ce dont vous parliez tout à l'heure. Oui, parce que quand on dit préparer sa succession, ça ne veut pas dire changer l'ordre. Ça ne veut pas dire changer l'ordre, ça peut dire aussi, ben voilà, tel bien, je préférais qu'il aille à tel de mes enfants plutôt qu'à tel autre, sans pour autant l'avantager. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, je peux désigner, organiser. Voilà, organiser, préparer, sachant que le conjoint survivant aussi, il a des droits. Même si on est marié sous un régime de séparation de biens, le conjoint, celui avec lequel on est marié, eh bien, il vient aussi à la succession. Donc, il se juxtapose à ses ordres. Donc, tout ça, c'est vraiment réglementé par le Code civil. Et si vous voulez qu'il en soit autrement, ou si vous voulez partager vos biens, il faut faire un testament. En fait, le Code civil, il prévoit quand vous n'avez rien prévu. Mais alors, quand vous ouvrez une succession, quand vous commencez le dossier, la première chose que vous faites, c'est vous retracer toute la structure familiale. Vous cherchez des héritiers connus, non connus. Déjà, le notaire, lorsqu'il ouvre une succession, avec l'extrait de date de décès, il interroge ce qui s'appelle un fichier, le fichier des dispositions de dernière volonté, qui est un ordinateur central qui irradie sur toute la France et une partie de l'Europe, qui est situé à Venelle, pour la petite histoire. Et en fait, où sont répertoriées toutes les dispositions de dernière volonté, en gros les testaments, déposés chez les notaires. Leur contenu est secret, mais on sait qu'il y a quelque chose. Comme ça, si une personne n'a pas dit à ses héritiers qu'il y avait un testament déposé chez un notaire de Beaune, de Lyon, de Marseille, on le retrouve. Eh ben, on le retrouve. Et donc, comme l'étude, une étude c'est éternel, c'est comme les diamants. Le notaire, il peut mourir, mais pas l'étude. Donc, on retrouvera le testament, parce que le notaire en aura assuré la conservation et sa diffusion. Alors ce testament, est-ce que c'est comme dans les films? Il est dans un tiroir au fond d'un meuble, écrit à la main. On doit faire une expertise. Chez le notaire, il est au coffre, bien protégé. Mais le testament peut être aussi, on peut le retrouver dans la table du tiroir de la table de nuit. Ça fonctionne quand même, c'est pas que dans les films. C'est pas que dans les films, bien sûr. Il est dactylographié. Alors surtout pas dactylographié, parce que c'est ce qu'on appelle une cause de nullité. Parce qu'en fait, en droit, et c'est pas idiot ce que dit le droit français, qui est d'ailleurs le droit romain, c'est que la personne doit s'approprier ses volontés et donc doit l'écrire. Parce que quand on écrit à la main, on est censé se rendre mieux compte de ce que l'on fait. Donc un testament, pour être valable, nous dit le Code civil, il doit être écrit à la main, daté et signé de la main de la personne qui le rédige, qu'on appelle le testateur ou testatrice si c'est une femme. C'est pour ça qu'on dit on teste. Tester, ça veut dire je rédige mon testament. Ce qui veut dire que tout testament retrouvé, il y a une expertise graphologique? Pas nécessairement. Si les héritiers vous disent, mais bien sûr, c'est le testament de notre oncle, de notre père, il n'y a pas de raison de faire une expertise graphologique. Mais en revanche, si l'un des héritiers légaux doute de la sincérité,
là, pour le coup, il y aura effectivement une procédure pour vérifier la véracité de ce testament. Il faut qu'il y ait un doute pour rentrer dans une procédure. C'est pas systématique. Voilà. Alors là, vraiment, il faut être vigilant parce que on pense que c'est très simple de faire un testament. Il y a vraiment des écueils dans lesquels c'est quoi les règles pour qu'il soit valable? Bien sûr, les règles de forme, daté, signé de la main du testateur. Mais il y a parfois des choses trappes dans lesquelles on peut tout à fait tomber. Je vais vous donner une anecdote très rapide. Oui. Un jour, une de mes clientes vient me voir en me disant « Oh, je suis très contente, j'ai rédigé mon testament ». Elle avait 2 enfants et elle avait une maison en Bretagne qu'elle souhaitait absolument transmettre à sa fille Catherine. Et dans son esprit, Jean aurait les sous. Donc, elle avait une maison en Bretagne qui valait 100 000 € et elle avait à peu près 100 000 € d'économie. Dans sa tête, c'est ce qu'elle laissera à son décès. Donc, elle me dit, regardez, je voulais absolument que Catherine ait la maison, donc j'ai mis, je lègue ma maison de Bretagne à Catherine. Parce que dans sa tête, Jean devait avoir les sous. Eh bien, là-dessus, elle favorisait, sans le savoir, Catherine, parce que quand on fait un legs, c'est-à-dire par testament, lorsqu'on transmet un bien par testament, on est censé, toujours d'après le Code civil, vouloir avantager la personne. Donc en fait, en léguant la maison à Catherine, elle la favorisait à hauteur des 2/3 de son patrimoine, parce qu'elle lui léguait ce qu'on peut aussi léguer en dehors, en fait, de la part de réserve de ses héritiers. Donc, en fait, indirectement, sans le savoir, elle favorisait Catherine, ce qui fait que les sous ne serait pas entièrement revenu à Jean à son décès. Donc je lui ai expliqué, elle dit mais c'est absolument pas ce que je veux faire. Je veux simplement que mes enfants soient à égalité, mais que dans le lot de Catherine, il y ait ma maison bretonne. Elle voulait juste mettre des choses, clarifier les lots. C'était ce qu'on appelle un legs d'attribution. Donc il faut être vraiment vigilant parce que sans en avoir l'air, on peut, tout en étant animé de bonnes intentions, commettre des impairs. De même, une personne qui n'a pas d'enfant, si elle dit, ben voilà, je lègue ma maison à telle personne, et je lègue mes meubles à tel autre, eh bien, elle n'a pas désigné d'héritier qui va chapeauter tout ça. Ah, il faut quelqu'un quand même pour faire le tri. Quelqu'un, en fait, qui soit désigné comme légataire universel, légataire universel, qui va en fait être là pour ce qui s'appelle délivrer les legs. Eh bien, là, ça paraît rien, mais du coup, il a fallu aller rechercher les héritiers par le sang, qui en plus traînaient les pieds, puisqu'ils n'avaient rien. Donc on venait leur demander un service et les obliger à venir s'asseoir. Le notaire ne peut pas avoir ce rôle. Il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. Tout ça pour vous dire qu'un testament, ce n'est pas un acte anodin, même si on peut changer d'avis, bien sûr, on peut le refaire. Alors on peut justement, c'est la question que j'allais vous poser, refaire son testament. Il peut y avoir dans un tiroir comme ça. Et moi, j'ai des clients qui sont animés de ce qu'on appelle, c'est pas du tout péjoratif, une frénésie testamentaire, c'est-à-dire que j'ai des gens qui font 5-6 testaments parce qu'ils changent d'avis ou ils rencontrent quelqu'un qui leur semble plus digne d'intérêt qu'une autre. Eh bien, les testaments, ils peuvent, tant qu'on a sa tête, être faits. Donc vous avez des gens qui régulièrement viennent vous voir pour dire je refais mon testament. Et alors dans la manière dont on nomme les personnes qui vont hériter, il faut faire attention, dire mon épouse, nommer les gens, parce que les situations changent. Bien sûr, bien sûr. Il faut nommer les gens. Souvent je conseille de mettre l'adresse pour qu'on puisse les retrouver. Bien sûr. Alors, dans le cas d'un Pacs, par exemple, on parle beaucoup de faire un testament. C'est important car le Pacs ne protège pas les héritiers au même titre que le mariage. Mais bien sûr, parce que autant dès qu'on est marié, on a un droit à hériter d'office. On va voir dans quelles conditions. Mais c'est complètement différent en cas de Pacs, puisque le Pacs ne fait pas hériter. Rappelez-vous, en 99, c'est la grosse différence. C'était voulu comme un contrat. Donc, en fait, on n'hérite pas de son partenaire pacsé et on n'a pas droit non plus à la pension de réversion. Le Conseil constitutionnel... On touche une fois que le conjoint est décédé. On touche une fois que le conjoint est décédé. Le pacsé, à défaut de disposition testamentaire, c'est-à-dire testament, il a droit que se maintenir 1 an dans la résidence principale s'il y a lieu. C'est tout. Donc, il faut impérativement faire un testament si on souhaite le protéger, quitte à l'annuler, bien sûr, dès que le Pacs est rompu. Du coup, avec le développement du Pacs, il y a eu une frénésie testamentaire bien plus forte. On fait beaucoup plus de testaments aujourd'hui. Bien sûr, parce que les gens, Dieu merci, sont informés et savent, enfin je l'espère, qu'on n'est pas du tout protégé, parce qu'il ne s'agit pas de considérer comme ennemis les autres héritiers, mais imaginez que ceux-ci, tout à fait empreints de bienveillance vis-à-vis du conjoint, se mettent à avoir des dettes. Ça peut être leurs créanciers qui feront saisir la maison.
maison. Et même si eux veulent que le conjoint se maintienne, si le conjoint n'a pas de droit, la maison pourra être saisie. Donc il faut penser à tout ça. C'est pas du tout une question de méfiance vis-à-vis de ses héritiers. Alors vous parliez de droit à hériter. Est-ce qu'on a justement le droit, dans le cas où il y a des dettes, de refuser une succession et de dire je ne prends rien? Bien sûr, on a toujours le droit de refuser une succession. Ce n'est pas obligatoire. En fait, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon juridique, l'option successorale. Il y a 3 choix. Le premier choix, qui semble le plus naturel, c'est ce qu'on appelle l'acceptation pure et simple. Bah, j'accepte la succession, donc je prends le bon, mais le moins bon. C'est-à-dire, je prends le bien, mais les dettes aussi. C'est-à-dire que je remplace la personne décédée sur la scène juridique. Il y a une sorte de continuum. Donc vous devez payer ses dettes. On doit payer ses dettes, mais on prend aussi l'actif. La deuxième alternative, c'est en fait l'acceptation à concurrence de l'actif net. Alors là, c'est une voie de sagesse, qui est empruntée quand on ne sait pas en fait quel est le patrimoine ou quelles sont les dettes qu'a laissé le défunt. C'est-à-dire, on a peur qu'il y ait plus de dettes que de bons, que d'actifs. Du coup, on dit, bah, j'accepte, mais si ça dépasse ce que la personne a laissé, je n'aurai pas à payer au-delà. Parce que vous n'avez pas toute l'information au moment où vous ouvrez la succession? Bien sûr que non, parce qu'il y a plein de registres. Une personne a pu contracter des dettes pour lesquelles vous n'êtes pas, le notaire non plus ne le saura pas. De même, une personne peut avoir des biens, il faut aller rechercher. Et la troisième option, c'est la renonciation pure et simple, c'est-à-dire de dire je n'en veux pas. Auquel cas, ça passe à vos enfants. Les enfants doivent après se prononcer pour savoir si eux veulent de cette succession. Et ça peut comme ça aller d'étape en étape jusqu'à ce qu'il y ait acceptation. Exactement. Et s'il n'y a pas d'acceptation, c'est l'État, par les domaines, qui appréhende la succession, parce qu'il n'est jamais bon que les biens soient sans maître, ou que la succession ne soit pas réglée, parce qu'il est possible que la personne défunte, elle se soit engagée puis qu'elle ait contracté des dettes. Il faut bien que ces gens-là, ils soient payés. Donc, auquel cas, c'est l'État, par les domaines, qui prend les biens et qui, en fait, paye les dettes. Et puis, si à la fin, quelqu'un se manifeste, un héritier, et qu'il reste quelque chose, il recevra ses biens.